Une pauvre petite fille offre les chaussures de son défunt père à un millionnaire déguisé. La réaction du millionnaire a tout changé. Avant de commencer, parlez-moi un peu de votre lieu de résidence. Quel temps fait-il aujourd'hui? Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur les rues animées de Boston tandis que Riley Morgan, 9 ans, marchait main dans la main avec sa mère, Melissa. Elle venait de quitter la bibliothèque publique. Riley serrait contre sa poitrine un livre emprunté sur la robotique, ses yeux noisettes perçants scrutant chaque détail du monde qui l'entourait. « Maman, regarde » murmura Riley en tirant doucement sur la manche de sa mère. Il est toujours là, pour le 3e jour consécutif. Melissa suivit le regard de sa fille jusqu'au passage souterrain de Washington Avenue, où un homme âgé était assis, blotti contre le mur de béton. Ses vêtements étaient usés mais propres, et ses cheveux argentés dépassaient d'une casquette délavée. Quelque chose dans sa posture digne, malgré sa situation, le distinguait des sans-abri habituels qu'il croisait. « Je sais, ma puce » soupira Melissa en ajustant son badge d'infirmière autour de son cou. Les cernes sous ses yeux trahissaient la double garde qu'elle venait de terminer au Boston Memorial Hospital. Certaines personnes n'ont nulle part où aller. Mais il commence à faire plus froid, insista Riley, son jeune visage exprimant une inquiétude sincère. Et ses chaussures sont toutes déchirées. Melissa essaya de guider doucement sa fille vers l'avant. Riley, il faut qu'on rentre. Je dois préparer le dîner avant mon service de nuit. Mais Riley resta figé sur place, les yeux fixés sur le vieil homme. Papa a toujours dit qu'il fallait aider les gens quand on le pouvait, dit-elle doucement. L'évocation de Thomas fit vibrer le cœur de Melissa. 1 an s'était écoulé depuis l'accident de chantier qui avait coûté la vie à son mari. Pourtant, le chagrin était encore vif certains jours. Elle serra la main de Riley. Ton père était un homme bien. Viens, il faut qu'on y aille. Le petit appartement qu'ils considéraient comme leur foyer n'était qu'à quelques pâtés de maison, niché dans un quartier modeste qui, autrefois, semblait suffisamment spacieux pour leur famille de 3 personnes. Maintenant, Thomas parti, il semblait parfois à la fois trop vide et trop chargé de souvenirs. Dès leur arrivée, Riley disparut dans sa chambre tandis que Melissa préparait un simple dîner de pâtes. Des bruits d'armoires s'ouvrant et se fermant parvinrent du bout du couloir, suivis des pas légers de Riley. « Maman » appela Riley, debout sur le seuil de la cuisine. « Tu crois que les chaussures de papa iraient à cet homme » Melissa se retourna et trouva sa fille tenant une paire de bottes de travail bien conservées. Les bottes de Thomas, celles qu'il ne portait pas le jour de l'accident. Melissa avait conservé toutes ses affaires, incapable de se séparer de quoi que ce soit qui lui rappelait son souvenir. Riley, commença Melissa, la voix tremblante. Papa n'en a plus besoin, dit doucement Riley en caressant le cuir de ses petits doigts avec révérence. Et il a des chaussures parfaites au paradis maintenant, non? Mais cet homme doit avoir les pieds si froids. Melissa s'agenouilla au niveau de sa fille, observant la mâchoire déterminée de Riley, si semblable à celle de son père, et la compassion qui brillait dans ses yeux. Ces chaussures sont spéciales pour nous, chérie. C'est l'une des rares choses qui nous restent de papa. Riley hocha la tête solennellement. C'est pour ça qu'on devrait les donner. Papa disait toujours, les choses les plus précieuses sont faites pour être partagées. Elle serra les bottes contre sa poitrine. S'il te plaît, maman. J'observe cet homme depuis 3 jours. Il ne demande jamais rien à personne, contrairement à ces gens qui brandissent des pancartes. Melissa sentit les larmes couler. À cet instant, sa fille semblait bien plus âgée que ses 9 ans, portant la générosité de Thomas dans sa petite taille. Laisse-moi y réfléchir, dit finalement Melissa en se retournant vers le poêle pour cacher ses émotions. Ce soir-là, après avoir bordé Riley, Melissa s'assit seule dans le salon. Elle prit une photo encadrée de Thomas, ses yeux bienveillants lui souriant, son bras enroulé autour d'un Riley plus jeune, protecteur. Que ferait-il dans cette situation? La réponse lui vint naturellement. Thomas avait toujours été guidé par son cœur. Le matin, Melissa trouva Riley en train d'envelopper soigneusement les bottes dans du papier journal. « On ira demain après l'école » dit doucement Melissa. « On lui donnera les chaussures de papa ensemble. » Le visage de Riley s'illumina d'un sourire si éclatant qu'il chassa momentanément les ombres qui planaient sur leur maison depuis 1 an. Tandis que Melissa aidait sa fille à préparer le précieux colis, elle était loin de se douter que ce simple geste de gentillesse allait changer leur vie à jamais. L'après-midi suivant, Riley quitta l'école en trombe, le cœur battant la chamade. Melissa attendait dehors, l'air fatigué après sa journée de travail, mais souriante devant l'enthousiasme de sa fille. «
Tu les as apportés, demanda immédiatement Riley, les yeux écarquillés d'espoir. Mélissa hocha la tête en tapotant son sac fourre-tout où reposaient les chaussures enveloppées de papier journal. C'est vrai. Tu es sûr, ma puce? Plus sûr que tout, répondit Riley avec la certitude inébranlable que seuls les enfants possèdent. Ils marchèrent vers Washington Avenue, Riley sautillant devant, attendant avec impatience que sa mère les rejoigne. À l'approche du passage souterrain, Riley ralentit, soudain nerveuse. Le vieil homme était toujours là, assis presque dans la même position que les jours précédents. Ce que Riley et Mélissa ne pouvaient pas savoir, c'est que sous les couches de saleté soigneusement confectionnées et de vêtements patinés se trouvait Ethan Blackwood, fondateur et PDG de Blackwood Technology, valant des milliards. Ethan avait pris l'habitude de se déguiser une fois par semaine pour mener ce qu'il appelait ses expériences sociales, des tentatives pour comprendre le monde sans la distorsion que sa richesse créait généralement autour de lui. Aujourd'hui, c'était le 3e jour de sa dernière expérience, et il s'apprêtait à faire ses bagages et à rentrer dans son appartement lorsqu'il aperçut la petite fille et sa mère qui approchaient. Riley s'avança, serrant le paquet tandis que Mélissa restait en retrait, laissant de l'espace à sa fille mais restant proche et protectrice. « Excusez-moi, monsieur », la voix de Riley était douce mais claire. Ethan leva les yeux, gardant son attitude. « Oui, jeune fille. J'ai remarqué que tu es là depuis 3 jours, dit Riley d'une voix plus assurée. Et tes chaussures ? Elle jeta un coup d'œil aux chaussures en lambeaux qu'il portait pour se déguiser. Ethan suivit son regard, sincèrement surpris par l'observation de l'enfant. La plupart des gens passèrent devant lui sans un regard. C'était celle de mon père, poursuivit Riley en déballant le journal pour révéler les bottes de travail bien entretenues. Mais il est au paradis maintenant, et je pense que tu en as plus besoin que nous. L'espace d'un instant, Ethan rompit son personnage, stupéfait par ce geste inattendu. Ce n'était pas ainsi que se déroulaient habituellement ses expériences sociales. On lui offrait parfois de la monnaie ou des restes de nourriture, mais jamais quelque chose d'aussi personnel. « Je ne peux pas », commença-t-il. « S'il te plaît », insista Riley, le regard grave. « Papa a toujours dit que tout le monde méritait d'avoir les pieds au chaud, et ses chaussures sont vraiment bien. Il en a pris grand soin. » Mélissa s'approcha et posa doucement une main sur l'épaule de Riley. « Cela signifierait beaucoup pour nous », ajouta-t-elle doucement. Ethan regarda tour à tour sa mère et sa fille, prenant soudain conscience de ce qui manquait d'authenticité à sa vie de conseil d'administration et de portefeuille d'investissement. Derrière son déguisement, ses yeux se remplirent de larmes qui n'étaient pas de la comédie. « Merci », parvint-il à dire en acceptant les bottes d'une main légèrement tremblante. « C'est très gentil. » Riley rayonnait. Mission accomplie. Ils sont peut-être un peu grands, mais papa a dit qu'il valait mieux avoir plus de place que pas assez. Tandis que Mélissa emmenait doucement Riley, Ethan restait figé, les bottes enveloppées de papier journal sur ses genoux. Il observait leur silhouette s'éloigner, l'infirmière fatiguée et l'enfant compatissant avec une expression qui, autrefois calculée, avait laissé place à une expression que son équipe de direction ne reconnaîtrait jamais, l'émotion brute. Pour la première fois depuis des années, Ethan Blackwood sentit quelque chose changer en lui, quelque chose que toute sa richesse n'avait jamais pu acheter. Et comme par hasard, sa société venait d'acquérir le Boston Memorial Hospital, l'endroit même où le badge d'infirmière de Mélissa indiquait qu'elle travaillait. Dans le cadre d'une stratégie de diversification, Ethan a soigneusement placé les bottes à côté de lui, a sorti un téléphone jetable et a passé un appel. « Charlotte », dit-il à son assistante, sa voix ne correspondant plus à son apparence échevelée, « j'ai besoin que tu trouves des informations sur quelqu'un, une infirmière du Boston Memorial et sa fille. » Riley ne savait pas que son simple acte de gentillesse était sur le point de déclencher des événements extraordinaires. Le siège social étincelant de Blackwood Technology dominait le centre-ville de Boston, sa façade vitrée reflétant le soleil de fin d'après-midi. Au 52e étage, Ethan Blackwood sortit de son ascenseur privé. La transformation de sans-abri en PDG milliardaire était achevée. « Vous êtes de retour plus tôt que d'habitude », remarqua Charlotte Davis, son assistante de direction depuis 8 ans. Elle rangeait des documents sur son bureau impeccable, son efficacité aussi impeccable que le sol en marbre. Ethan a soigneusement placé les bottes de travail de Thomas Morgan sur une table d'appoint. « Il s'est passé quelque chose », dit-il simplement, en retirant les dernières touches de son déguisement, le maquillage spécialisé qui avait ajouté des années à son visage et les lentilles de contact personnalisées qui changeaient la couleur de ses yeux. Charlotte s'arrêta, étudiant son patron. Après presque 10 ans de collaboration, elle pouvait lire ses humeurs mieux que quiconque. « Tu as l'air différent aujourd'hui.
S'est-il passé quelque chose pendant ton expérience? Ethan se dirigea vers les baies vitrées, contemplant la ville en contrebas. Quelque part, Riley et sa mère vaquaient à leurs occupations, ignorant qu'elle venait de rencontrer l'un des hommes les plus riches du pays. J'ai rencontré quelqu'un, dit-il doucement. Une petite fille de 9 ans, peut-être 10. Elle me les a offertes. Il désigna les bottes d'un signe de tête. Elles appartiennent à son père, qui est apparemment décédé. Elle a dit que j'en avais plus besoin qu'elle. L'attitude professionnelle de Charlotte s'adoucit légèrement. C'est d'une gentillesse inhabituelle. Oui, acquiesça Ethan d'une voix pensive. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un m'a offert quelque chose sans rien attendre en retour, Charlotte? Quelque chose qui avait une réelle valeur personnelle à ses yeux. Je ne m'en souviens pas, a-t-elle admis. Ethan se détourna de la fenêtre. La mère travaille au Boston Memorial. C'est une infirmière, Melissa Morgan. L'hôpital que nous avons acquis le mois dernier. Charlotte comprit. Elle avait elle-même supervisé les démarches administratives pour l'acquisition. Que voulez-vous que je fasse? Tout, dit Ethan en s'approchant de son bureau. Je veux tout savoir sur eux, où ils vivent, leur situation financière, l'école de la fille, comment le père est mort. Il marqua une pause, les yeux fixés sur une photo encadrée posée sur son bureau, une belle femme au regard bienveillant et au sourire chaleureux. Et je veux que tout soit traité avec la plus grande discrétion. Charlotte hocha la tête et prit des notes sur sa tablette. Et ton mobile? C'est une question audacieuse, admit Ethan, les surprenant tous les deux par son honnêteté, mais l'une des raisons pour lesquelles je t'apprécie, Charlotte, c'est ta capacité à me défier quand c'est nécessaire. Je n'en suis pas encore tout à fait sûr. Mais cette petite fille m'a vu alors que personne d'autre ne l'a vue. Pendant 3 jours, elle m'a remarqué assis là, et puis elle m'a donné quelque chose d'irremplaçable. Charlotte jeta un coup d'œil à la pile de rapports d'acquisition qui attendait sa signature. La réunion du conseil d'administration a lieu dans 30 minutes. Ils attendent des nouvelles du plan d'intégration de l'hôpital. Trop opportun, dit Ethan, un plan se dessinant dans son esprit analytique. Demandez au service juridique de rédiger les documents pour un programme de bourse d'études pour les enfants d'employés de l'hôpital. Assurez-vous qu'il soit complet, frais de scolarité, livres, uniformes, tout. Pour tous les employés, demanda Charlotte, les sourcils levés. Non, répondit Ethan en reprenant les bottes de Thomas. On va commencer par un seul projet, un programme pilote. Après le départ de Charlotte pour préparer la réunion du conseil d'administration, Ethan resta seul dans son bureau. Il plaça soigneusement ses bottes à côté de la photo de sa défunte épouse, Jessica. 2 ans s'étaient écoulés depuis qu'un cancer l'avait emporté, mais son absence laissait un vide que toute sa fortune ne pouvait combler. Tu aurais adoré cette petite fille, Jess, murmura-t-il à la photo. Elle a ton cœur. Ethan ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un petit appareil photo. Il avait discrètement pris une photo de Riley et Melissa qui s'éloignaient du passage souterrain. En regardant leurs silhouettes s'éloigner, la mère épuisée et la fille déterminée, Ethan ressentit une certitude qu'il n'avait pas éprouvée depuis la mort de Jessica. Il ne savait pas exactement quelle forme cela prendrait, mais il ferait en sorte que le simple acte de bonté de Riley Morgan soit récompensé au centuple. Une semaine plus tard, Melissa Morgan contemplait le mot qu'elle tenait à la main, perplexe. Elle avait été convoquée au bureau du nouveau directeur du Boston Memorial où une demande inhabituelle pour une infirmière de service, même avec son expérience. Avez-vous une idée de ce dont il s'agit, a demandé Dana, sa collègue au poste des infirmières. Melissa secoua la tête. Aucun. Depuis l'acquisition, tout change si vite. Bon, ne faites pas attendre les gros bonnets, dit Dana avec un sourire encourageant. C'est peut-être une promotion. Melissa rit, mais le son manquait d'humour. Les promotions demandaient du temps et une formation supplémentaire, un luxe qu'une mère célibataire ne pouvait se permettre, même si ce revenu supplémentaire était apprécié. Elle se dirigea vers l'étage exécutif, un endroit qu'elle fréquentait rarement. La réceptionniste la dirigea vers un grand bureau d'angle avec une plaque indiquant « Blackwood, directeur par intérim ». Blackwood, comme Blackwood Technologies. Melissa lissa nerveusement sa blouse avant de frapper. « Entrez », cria une voix grave. L'homme qui se leva de derrière son bureau pour l'accueillir ne ressemblait pas à ce que Melissa attendait. Ethan Blackwood paraissait plus jeune en vrai que sur les photos du magazine économique, avec une intensité dans le regard que les appareils photo n'avaient pas capté. « Madame Morgan, merci d'être venue.
Veuillez vous asseoir. Sa voix était chaleureuse, mais quelque chose en elle rappelait un souvenir lointain que Mélissa ne parvenait pas à situer. C'est mise, corrigea-t-elle machinalement. Mais Mélissa va bien. Mélissa, acquiesça-t-il en retournant à sa place. J'irai droit au but. Nous mettons en place un nouveau programme pour les employés exceptionnels, notamment ceux qui ont des enfants. Votre dossier personnel indique que vous avez une fille, Riley. Mélissa confirma prudemment, elle a 9 ans. Ethan sourit en faisant glisser un dossier sur le bureau. Nous créons un fonds de bourse pour les enfants de membres exceptionnels du personnel. Riley recevrait une bourse d'études complète pour la Westbrook Academy, l'une des meilleures écoles de Boston. Mélissa le fixa, sans voix. Westbrook était plus que prestigieux, bien au-delà de ce qu'elle pouvait se permettre avec un salaire d'infirmière. De plus, Ethan a poursuivi, nous aimerions vous proposer une promotion au poste de coordinatrice des soins infirmiers pour le service pédiatrique, avec une augmentation de salaire correspondante. Il a cité un montant représentant le triple de ses revenus actuels. Le cœur de Mélissa battait fort. Ce n'est pas possible. Pourquoi moi, réussit-elle finalement à dire. Il y a des centaines d'infirmières au Boston Memorial avec des enfants. Nous testons le programme, expliqua Ethan d'un ton posé. Votre dossier personnel témoigne d'un service exemplaire, d'une assiduité irréprochable malgré des doubles gardes fréquentes, et d'excellentes notes aux patients. Mélissa étudia son visage, cherchant le piège. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Blackwood, cela semble extraordinaire pour un programme pilote. Une lueur brilla dans les yeux d'Ethan. De l'approbation, peut-être. Je crois qu'il faut investir dans le potentiel, Madame Morgan, le vôtre et celui de votre fille. C'est ma belle-sœur qui t'a poussé à faire ça? Demanda soudain Mélissa. Patricia a des amis haut placés. Si c'est un test, je vous assure que c'est une offre légitime, interrompit Ethan, l'air sérieux. Sans engagement. Prenez le temps d'y réfléchir. La bourse comprend tout le matériel, les uniformes et le transport. Riley pourrait commencer la semaine prochaine. Mélissa serra ses mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Cette opportunité pourrait changer la vie de Riley, elle lui donnerait accès aux ressources et à l'éducation dont Thomas avait toujours rêvé pour leur fille. Puis-je, demanda-t-elle en attrapant le dossier. Bien sûr, répondit Ethan. Examinez attentivement tout. Mon assistante Charlotte vous contactera demain pour prendre votre décision. En quittant le bureau, Mélissa était submergée par les possibilités et les questions. Dans l'ascenseur, elle sortit son téléphone et composa le numéro de Patricia. Ses relations avec la sœur de Thomas étaient tendues depuis sa mort, mais Patricia était la seule famille qui leur restait. Un milliardaire offre personnellement une bourse à Riley, la voix de Patricia était pleine de suspicion. Que veut-il en retour? Il ne dit rien, répondit Mélissa en sortant de l'ascenseur. C'est un programme d'entreprise. Et tu crois ça? S'exclama Patricia d'un ton moqueur. Les hommes comme Blackwood ne font pas l'aumône sans attendre quelque chose, Mélissa. Thomas est à peine mort dans sa tombe, et tu es déjà. Non, l'interrompit sèchement Mélissa. Ne t'avise pas de faire de ça une question autre que l'avenir de Riley. En raccrochant, Mélissa aperçut son reflet dans la fenêtre d'un hôpital, les yeux fatigués, les cheveux tirés en arrière à la hâte, la blouse trop lavée. Puis elle imagina Riley, brillant et observateur, limité seulement par les opportunités que Mélissa pouvait lui offrir. Quelles que soient les véritables motivations d'Ethan Blackwood, la chance d'assurer l'éducation de Riley était trop importante pour être écartée d'emblée. Maman, ils ont un laboratoire de robotique. Les yeux de Riley brillaient d'émerveillement en explorant l'aile scientifique de la Westbrook Academy, et la bibliothèque contenait plus de livres que la bibliothèque publique. Mélissa regardait sa fille passer d'une exposition à l'autre pendant la visite de l'école, l'enthousiasme de Riley étant palpable. Après mûre réflexion et une autre nuit blanche, Mélissa avait accepté l'offre d'Ethan Blackwood. 3 jours plus tard, on leur faisait visiter ce qui allait bientôt devenir la nouvelle école de Riley. Chaque élève reçoit une tablette personnelle pour ses devoirs, explique Madame Winters, directrice des admissions. Et notre ratio élève-enseignant est de 8 pour 1. Mélissa hocha la tête, peinant encore à croire que c'était réel. Tout à Westbrook respirait l'exclusivité, du jardin impeccable aux installations ultramodernes. Des enfants de sénateurs et de PDG fréquentaient cette école, et non des filles d'infirmières célibataires. Riley commencerait lundi. Mademoiselle Winters a poursuivi, son uniforme sera prêt d'ici là,
et toutes les fournitures sont fournies par la bourse Blackwood. Monsieur Blackwood semble très généreux, remarqua prudemment Melissa. Madame Winters rayonnait. Oh, il révolutionne tout depuis la fondation. Le programme de bourse était son initiative personnelle. Votre fille a beaucoup de chance d'avoir été sélectionnée. Plus tard dans l'après-midi, Melissa était assise à leur petite table de cuisine et consultait les annonces d'appartements plus proches de Westbrook. Avec son nouveau salaire, il pouvait s'offrir un meilleur logement, un endroit où Riley n'aurait pas à partager une chambre avec des cartons de rangement. Un coup sec interrompit ses pensées. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Patricia se tenait là, les bras croisés, l'air hargneux. « Alors, tu vas vraiment aller jusqu'au bout ?» demanda-t-elle en passant devant Melissa pour entrer dans l'appartement. Riley quitte son école. Tu déménages parce qu'un riche a claqué des doigts. Melissa soupira. Bonjour à toi aussi, Patricia. Ça ne te ressemble pas, Melissa, continua Patricia en arpentant le petit salon. Tu as toujours été si prudente, si indépendante. Et maintenant, soudain, tu acceptes l'aumône d'un inconnu. Ce n'est pas une aumône. C'est une bourse et une promotion que j'ai méritée, rétorqua Melissa à voix basse pour que Riley, qui jouait dans sa chambre, ne l'entende pas. C'est l'occasion pour Riley de profiter des opportunités que Thomas et moi avons toujours rêvé de lui offrir. L'expression de Patricia s'adoucit légèrement à l'appel de son frère, puis se durcit à nouveau. Thomas te conseille d'être prudente. Les hommes comme Blackwood ont des intentions. Qu'est-ce que tu insinues exactement ? Demanda Melissa. Je dis, siffla Patricia, que mon frère est à peine mort dans sa tombe, et que tu acceptes déjà des faveurs coûteuses d'un autre homme. Qu'est-ce que tu en penses ? L'accusation a été comme une gifle. Sors, murmura Melissa, tremblante de colère. Tu n'as pas les idées claires. Je t'ai dit de sortir. Riley apparut dans le couloir, les yeux écarquillés d'inquiétude. Maman, tout va bien ? Patricia força un sourire. C'était juste une discussion d'adultes, ma puce. J'allais justement partir. Elle lança un dernier regard d'avertissement à Melissa avant de se diriger vers la porte. Réfléchis à ce que j'ai dit. Il y a toujours un prix à payer. Après le départ de Patricia, Melissa a trouvé Riley assise sur son lit, serrant dans ses bras son éléphant en peluche préféré, un cadeau de Thomas pour son 7e anniversaire. Pourquoi tante Patricia était-elle en colère ? Demanda doucement Riley. Melissa s'assit à côté de sa fille, rassemblant ses pensées. Elle s'inquiète des changements qui se produisent. Parfois, les adultes ont peur de la nouveauté. À cause de la nouvelle école ou à cause de l'aide de Monsieur Blackwood ? Parfois, Melissa oubliait à quel point Riley était perspicace. Les deux, admit-elle. Riley réfléchit à cela, son jeune visage solennel. Monsieur Blackwood veut juste être gentil, maman. Peut-être qu'il n'a personne avec qui être gentil. Elle serra son éléphant plus fort. Papa a toujours dit que nous étions des gens bien qui méritaient de bonnes choses. Les yeux de Melissa se remplirent de larmes. La sagesse de sa fille l'émerveillait constamment. « Quand es-tu devenu si intelligent ?» demanda Melissa. Riley sourit. « Je lis beaucoup de livres. » Plus tard dans la soirée, après avoir bordé Riley, Melissa consulta ses emails. Parmi les messages professionnels, il y avait un message de Charlotte Davis, l'assistante d'Ethan, confirmant les détails de sa promotion et joignant les annonces d'appartements préapprouvés pour l'indemnité de déménagement. Tout allait si vite. La part rationnelle de Melissa, la planificatrice minutieuse qui avait survécu à la mort de Thomas et maintenu leur petite famille à flot, lui conseillait d'agir avec prudence. Mais en voyant le visage de Riley s'illuminer à Westbrook, imaginant le potentiel d'épanouissement de sa fille dans cet environnement, son ordinateur a émis un signalement de nouveaux messages de Blackwood. Objet, club de robotique de Riley. Morgan, j'ai appris que Riley avait manifesté son intérêt pour notre programme de robotique lors de sa tournée. J'ai pris la liberté de l'inscrire au club, qui se réunit le mardi après l'école. Le transport est assuré. L'instructeur a mentionné qu'il construisait des véhicules autonomes ce semestre, un projet dans lequel je pense qu'elle excellera compte tenu de son intelligence évidente. Cordialement, Ethan Blackwood. Melissa fixait l'écran. Comment était-il au courant de l'intérêt de Riley ? Avait-il surveillé leur tournée ? Et pourquoi le PDG d'une entreprise multimilliardaire était-il personnellement impliqué dans quelque chose d'aussi anodin que les activités périscolaires d'un enfant ? L'avertissement de Patricia résonnait dans son esprit, il y a toujours un prix.
3 semaines s'étaient écoulées depuis que Riley avait commencé à la Westbrook Academy. La routine matinale dans le nouvel appartement des Morgan était aux antipodes de leur vie d'avant. Ce spacieux 2 pièces, situé dans un immeuble bien entretenu, se trouvait à seulement 15 minutes de l'école et offrait des commodités inédites, portier, buanderie et petit balcon donnant sur un parc. « Maman, tu as vu mon chargeur de tablette ?» cria Riley depuis sa chambre, décorée d'un papier peint sur le thème de l'espace et d'un vrai bureau pour les devoirs. « Vérifie la poche latérale de ton sac à dos, répondit Melissa en préparant le petit déjeuner. Elle s'était habituée à son nouveau poste de coordonnatrice des soins infirmiers, même si les responsabilités supplémentaires l'épuisaient parfois. Néanmoins, pouvoir travailler à des heures régulières au lieu d'enchaîner les quarts de travail était un changement bienvenu. Riley est sorti de sa chambre dans son uniforme Westbrook, une jupe plissée bleu marine, un chemisier blanc et un cardigan bleu marine avec l'emblème de l'école. Je l'ai trouvé. Monsieur Chen veut que notre robot soit présenté avant le cours d'aujourd'hui. Melissa sourit devant l'enthousiasme de sa fille. Riley s'était épanoui à Westbrook, notamment au club de robotique, où sa créativité et ses capacités de résolution de problèmes avaient déjà attiré l'attention de ses professeurs. La sonnette retentit de manière inattendue. Melissa regarda sa montre en fronçant les sourcils. Il n'était que 7h30. Lorsqu'elle ouvrit la porte, la vue de 2 personnes en tenue professionnelle, un homme et une femme, lui fit froid dans le dos. Leur attitude formelle et leur presse-papier ont immédiatement déclenché l'intuition de son infirmière que quelque chose n'allait pas. « Melissa Morgan ?» demanda la femme. « Je suis Sarah Donovan, des services de protection de l'enfance. Voici mon collègue, James Walsh. Nous devons vous parler au sujet d'une plainte déposée. » Le cœur de Melissa se serra. « Une plainte ? Quelle plainte ? Maman ? Qui est-ce ?» Riley apparut à côté d'elle, sac à dos à la main. Melissa passa instinctivement un bras protecteur autour des épaules de Riley. « Ma puce, va finir ton petit déjeuner. J'ai besoin de parler à ces gens 1 minute. » Une fois que Riley fut de retour dans la cuisine, Melissa entra dans le couloir, fermant partiellement la porte derrière elle. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle à voix basse. « Nous avons reçu une allégation d'influence inappropriée et d'exploitation possible, expliqua calmement James, concernant spécifiquement votre relation avec Ethan Blackwood et la façon dont elle pourrait affecter votre fille. » L'accusation a frappé Melissa comme un coup physique. « C'est absurde. Qui voudrait ?» La réponse est venue immédiatement. « Patricia, c'est ma belle-sœur qui a déposé cette plainte, n'est-ce pas ?» Les travailleurs du CPS ont échangé des regards mais n'ont ni confirmé ni nié. « Nous devons procéder à une évaluation du domicile et vous interroger, vous et Riley, » a déclaré Sarah. C'est la procédure habituelle lorsque des inquiétudes sont soulevées concernant le bien-être d'un enfant. Des inquiétudes ? Melissa s'efforçait de garder le silence. Mon seul souci, c'est que ma fille ait enfin les opportunités qu'elle mérite. Elle a sa propre chambre, va dans une excellente école et n'est pas seule toute la soirée pendant que je travaille 2 fois plus pour nous loger. James leva une main apaisante. Nous ne portons aucun jugement, Madame Morgan. Nous suivons simplement le rapport. Pouvons-nous entrer ? À contre-cœur, Melissa les laissa entrer dans l'appartement. Tandis qu'ils observaient Riley prendre son petit déjeuner tranquillement et inspecter chaque pièce de l'appartement impeccable, leur tension initiale s'apaisa visiblement. « Riley, ces gens aimeraient te poser quelques questions, » expliqua Melissa en essayant de garder une voix calme. « À propos de l'école et de notre nouvelle maison. » Riley observait les visiteurs avec curiosité plutôt qu'avec peur. « Est-ce que j'ai des ennuis ? » « Pas du tout, » lui assura Sarah avec un sourire chaleureux. « Nous voulons juste nous assurer que tu es heureuse et que tu vas bien. » Au fil de l'entretien, il est devenu évident que les agents du CPS n'avaient rien trouvé pour étayer les affirmations de Patricia. Riley a parlé avec enthousiasme de ses projets de robotique, de ses nouveaux amis et du fait que sa mère, qui travaillait de nuit, ne lui manquait plus. Après leur départ, promettant de déposer leur rapport rapidement, Melissa a appelé l'école pour expliquer que Riley serait en retard. Puis elle s'affala sur le canapé, tremblant d'un mélange de soulagement et de fureur. Son téléphone a sonné. Le nom d'Ethan Blackwood est apparu sur l'écran. « Morgan, je viens d'être informé de la visite du CPS, » a-t-il déclaré sans préambule. « Je tiens à vous assurer que mon équipe juridique est prête à vous aider si nécessaire. »« Comment as-tu su ?» demanda Melissa, trop épuisée pour être surprise par sa découverte. « Le protocole de sécurité du bâtiment alerte la direction en cas de visite officielle, »
expliqua-t-il. Riley et toi, vous allez bien? Tout va bien. C'est ma belle-sœur qui est responsable. Elle est convaincue que ton aide est inappropriée. Il y eut un silence avant qu'Ethan ne réponde. Je comprends son inquiétude. Il serait peut-être temps que nous discutions de mes motivations plus ouvertement. Seriez-vous disponible pour une rencontre à mon bureau demain? Mélissa ferma les yeux, se souvenant des accusations de Patricia et de l'humiliation de la visite du CPS. Peut-être qu'on devrait tout simplement arrêter. La bourse, le travail, l'appartement. Ça cause plus de problèmes que prévu. S'il vous plaît, la voix d'Ethan avait perdu son ton professionnel habituel. Un rendez-vous avant de prendre une décision. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Dans sa chambre, Riley était assise, l'oreille collée contre la porte, écoutant la conversation de sa mère. Elle n'avait pas compris tout ce que demandaient les visiteurs, mais elle en avait suffisamment compris pour savoir que sa tante Patricia essayait de leur retirer toutes leurs nouvelles opportunités. Riley s'éloigna de la porte, sortit sa tablette et, au lieu de terminer la conception de son robot, ouvrit un nouveau document et commença à taper, son jeune visage marqué par la détermination. Si les adultes ne réparaient pas ce désordre, peut-être qu'elle devrait le faire elle-même. L'après-midi suivant, Mélissa était assise dans le bureau d'Ethan Blackwood, 48 étages au-dessus de Boston. La vue panoramique aurait pu être époustouflante si elle n'avait pas été obsédée par l'inquiétude de la réunion à venir. « Merci d'être venu, » dit Ethan, son assurance habituelle remplacée par une hésitation. « Voulez-vous un café? Du thé? » « Non, merci, » répondit Mélissa. « Tu as dit que je devais savoir quelque chose. » Ethan hocha la tête, se déplaçant pour s'asseoir non pas derrière son imposant bureau, mais sur la chaise à côté du sien. « Je n'ai pas été très clair sur les raisons pour lesquelles je vous ai choisi, vous et Riley, pour le programme de bourse. » Mélissa se tendit. « Je t'écoute. » Il y a 3 semaines, commença-t-il, je menais ce que j'appelle une expérience sociale. Une fois par mois, je passe 3 jours dans différents quartiers de la ville, déguisé. Le visage de Mélissa reconnut peu à peu. Le passage souterrain, murmura-t-elle. Le sans-abri. C'était toi. Ethan hocha la tête. Je fais ces expériences depuis des années, essayant de comprendre des perspectives que ma richesse me cache habituellement. La plupart des gens passent devant moi sans même y jeter un coup d'œil, mais Riley, dit-il d'une voix plus douce, m'a remarqué 3 jours de suite, et puis elle m'a donné les chaussures de son père. La main de Mélissa vola vers sa bouche, les bottes de Thomas. Ta fille m'a donné bien plus que des chaussures ce jour-là, poursuivit Ethan en se levant pour se diriger vers son bureau. Il prit une photo encadrée d'argent et la tendit à Mélissa. Voici ma femme, Jessica. La photo montrait une belle femme aux yeux doux et au sourire chaleureux assise sur un lit d'hôpital entourée d'enfants, clairement des patients. Jessica était oncologue pédiatrique, a expliqué Ethan. Elle est décédée il y a 2 ans, d'un cancer, la maladie même contre laquelle elle avait consacré sa vie. Sa voix se durcit momentanément. Avant sa mort, nous avions prévu de créer une fondation pour les enfants. C'était son rêve, surtout pour les enfants de familles monoparentales comme elle. Mélissa a étudié la photographie, commençant à comprendre. Et Riley vous a rappelé ce rêve où une fillette de 9 ans offre à un inconnu les chaussures de son père décédé, car tout le monde mérite d'avoir les pieds au chaud. Ethan secoua la tête, l'émotion se lisant sur son visage habituellement calme. C'était l'acte de gentillesse le plus sincère que j'ai vu depuis des années. Jusqu'à ce jour, le programme de bourse n'existait que sur le papier. Riley l'a rendu réel. Mélissa lui rendit la photo, les pensées bouillonnantes. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit dès le début? » M'aurais-tu cru, demanda Ethan. Ou aurais-tu pensé que je te manipulais avec une histoire toute faite? Avant que Mélissa ne puisse répondre, Charlotte frappa et entra dans le bureau. Désolé de vous interrompre, mais Patricia Morgan est dans le hall et exige de vous voir. Elle menace d'appeler la presse pour dénoncer l'exploitation de sa famille. Ethan soupira. Envoyer la sécurité l'escorter. Autant régler ça directement. Mélissa gémit. Je suis tellement désolé pour elle. Depuis la mort de Thomas, elle est devenue difficile. Tu n'as rien à te reprocher, lui assura Ethan. Mais sache qu'elle enquête sur moi. Mon équipe de sécurité a signalé plusieurs recherches d'informations sur ma vie privée, notamment concernant Jessica. Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent. Que espère-t-elle trouver? J'imagine qu'elle cherche le scandale, répondit Ethan.
Quelque chose qui prouverait que ses soupçons sur mes motivations sont fondés. La porte s'ouvrit à nouveau et Patricia fit irruption, le visage rouge d'indignation. Elle s'arrêta net à la vue de Melissa. « Bien sûr que tu es là », cracha Patricia. « Tu te blottis contre ton bienfaiteur pendant que Riley est où ? » « Seul à la maison. »« Riley est à son club de robotique », répondit Melissa d'un ton neutre. « Celui qui l'aide à construire l'avenir que papa a toujours voulu pour elle. » L'attention de Patricia se porta sur Ethan. « Je connais des hommes comme toi. Tu ne donnes jamais rien sans rien. Que veux-tu vraiment pour ma belle-sœur et ma nièce ?» Ethan soutint son regard sans broncher. « Morgan, je comprends ton inquiétude pour ta famille, mais je peux t'assurer qu'il faut la préserver. » Patricia l'interrompit sèchement. « J'ai appris pour ta femme. Utiliser un enfant pour remplacer ce qu'on a perdu, c'est malsain. » L'accusation flottait dans l'air, tranchante comme une lame. Melissa haleta, mais Ethan resta calme. « Tu as raison sur un point, dit-il doucement. Il s'agit de Jessica, d'une certaine manière, mais pas comme tu l'imagines. » Il s'approcha de la fenêtre, contemplant la ville. « Le dernier souhait de ma femme était d'aider les enfants à réaliser leur potentiel. La compassion de Riley m'a rappelé cette promesse. Ni plus, ni moins. » Patricia hésita légèrement, déstabilisée par sa franchise. « La question, poursuivit Ethan en se retournant vers eux, n'est pas ce que j'attends de votre famille, mais ce que vous attendez de Riley. » Riley était assise seule à déjeuner, picorant sa nourriture tout en observant les autres élèves depuis un coin de la cafétéria. Malgré l'ambiance chaleureuse de Westbrook, elle avait commencé à s'éloigner de ses nouveaux amis ces derniers jours. La visite du CPS et les appels téléphoniques inquiets de sa mère à tante Patricia avaient semé le doute dans son esprit. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» demanda Zoé, une camarade de classe du club de robotique. Riley haussa les épaules, ce que Zoé prit comme une permission de s'asseoir. « Tu as été très silencieuse ces derniers temps », observa Zoé en ouvrant sa boîte à lunch. « Tout va bien ? » « Bien, » marmonna Riley en poussant sa salade avec sa fourchette. « Votre robot était le meilleur de sa catégorie hier, » poursuivit Zoé, sans se laisser décourager par le manque d'enthousiasme de Riley. « Monsieur Chen a dit que votre système de navigation était innovant. » En temps normal, ces compliments auraient ravi Riley. Aujourd'hui, ils n'ont fait qu'accroître sa confusion. « Tu crois qu'on peut être gentil juste pour être gentil ?» demanda soudain Riley. « Ou bien veulent-ils toujours quelque chose ?» Zoé a considéré la question avec un sérieux surprenant pour une enfant de 9 ans. « Ma mère dit que les gens ont généralement des raisons pour ce qu'ils font, mais cela ne veut pas dire que ces raisons sont mauvaises. » Riley hocha la tête pensivement. La nuit dernière, elle avait entendu sa mère au téléphone expliquer que M. Blackwood était le sans-abri à qui on avait donné les chaussures de son père. Cette révélation l'avait choquée. Pourquoi un milliardaire ferait-il semblant d'être sans-abri? Tout à l'école, leur nouvelle maison, le travail de sa mère était-il dû uniquement au fait qu'elle lui avait offert ses chaussures? Je crois que j'ai fait une erreur, avoua Riley. Et maintenant, tout le monde se bat à cause de moi. Zoé avait l'air confuse, mais avant qu'elle puisse répondre, la cloche sonna, signalant la fin du déjeuner. Cet après-midi-là, en cours de sciences, M. Chen a annoncé leur devoir. Aujourd'hui, nous allons écrire sur nos héros. Pensez à quelqu'un que vous admirez. Quelqu'un qui vous inspire à donner le meilleur de vous-même. Riley fixait l'écran vide de sa tablette, paralysée par l'indécision. L'année dernière, elle aurait écrit sur son père sans hésiter. Thomas Morgan avait été son héros incontesté, avec sa bonté et sa foi inébranlables en l'entraide. Mais maintenant, ses pensées se tournaient vers sa mère, qui avait maintenu l'unité de leur famille malgré le chagrin et les épreuves. Puis à M. Blackwood, dont la générosité avait transformé leur vie, même si ses motivations semblaient désormais compliquées. Alors que d'autres étudiants tapaient activement autour d'elle, Riley sentit les larmes lui monter aux yeux. « Riley, » dit M. Chen en s'approchant de son bureau. « Tout va bien ? » « Je n'arrive pas à me décider, » murmura-t-elle, gênée par le tremblement de sa voix. « Tu n'arrives pas à décider quoi ?» demanda doucement son professeur. « Qui est mon héros ?» Une larme s'échappa, roulant sur sa joue. Avant, c'était facile. Monsieur Chen s'agenouilla près de son bureau. Parfois, les questions les plus difficiles n'ont pas de réponse simple. Voulez-vous faire une petite pause? Peut-être aller chercher de l'eau. Riley hocha la tête avec gratitude et sortit de la salle de classe. Dans le couloir vide, elle s'appuya contre le mur,
essayant de trier ses pensées emmêlées. Le couloir immaculé avec ses sols brillants et ses citations inspirantes de scientifiques célèbres lui semblait soudain étranger, comme si elle n'avait finalement pas sa place ici. Ses pensées furent interrompues par une agitation au bout du couloir. Un groupe d'adultes en tenue de soirée était guidé par le directeur de l'école. Parmi eux, Riley reconnut Ethan Blackwood, qui ressemblait en tout point à un puissant PDG dans son costume coûteux, rien à voir avec le sans-abri qui avait accepté les chaussures de son père d'une main tremblante. Alors que le groupe approchait, Ethan remarqua Riley. Sa démarche assurée vacilla un instant, une surprise sincère se lisant sur son visage. « Monsieur Blackwood est ici pour l'annonce du financement des STEM », a expliqué le directeur. Le don de sa fondation permettra de développer considérablement nos programmes de robotique et d'ingénierie. Riley baissa la tête et se retira rapidement dans la direction opposée, ne voulant pas être vue. Elle se glissa dans les toilettes des filles, le cœur battant à tout rompre. Monsieur Blackwood était-il vraiment gentil, ou se servait-il d'elle et de sa mère pour un dessein qu'elle ne comprenait pas? Se souciait-il vraiment d'elle? Ou faisait-elle simplement partie d'un projet, accomplissant une promesse faite à sa défunte épouse? L'après-midi s'est prolongé péniblement. Durant la dernière heure, une annonce a été diffusée par l'interphone, tous les étudiants et les professeurs sont invités à l'auditorium pour une présentation spéciale de Monsieur Ethan Blackwood et de la Fondation Blackwood. Riley suivait ses camarades de classe, la tête baissée. L'auditorium bourdonnait d'excitation alors que les étudiants prenaient place. Sur scène, Ethan se tenait aux côtés du directeur et de plusieurs membres du conseil d'administration, semblant à l'aise sous les projecteurs. Chez Blackwood Technologies, nous croyons qu'il faut former les innovateurs de demain, disait Ethan tandis que Riley se glissait dans un siège au fond, c'est pourquoi nous élargissons nos initiatives éducatives, en commençant ici même à Westbrook. Son regard scruta le public et, l'espace d'un instant, croisa celui de Riley. Elle détourna aussitôt le regard, observant ses chaussures aux lait nouvelles qui lui avaient été offertes avec son uniforme Westbrook. Après l'assemblée, alors que les étudiants sortaient, Riley a délibérément évité la scène où Ethan parlait avec les professeurs. Elle s'est précipitée vers la zone de ramassage, soulagée de voir la voiture de sa mère déjà en attente. « Comment s'est passée l'école » demanda Melissa tandis que Riley montait à bord. « D'accord » répondit Riley machinalement, puis hésita. « Maman, pourquoi Monsieur Blackwood fait-il tout ça pour nous? C'est juste à cause des chaussures de papa. » Melissa prit une profonde inspiration, réfléchissant soigneusement à sa réponse. « C'est compliqué, ma puce. Je pense que les chaussures ont été un catalyseur. Elles lui ont rappelé quelque chose d'important. Mais se soucie-t-il vraiment de nous, insista Riley. Ou sommes-nous simplement de la charité? La question directe a pris Melissa au dépourvu. Elle se tourna pour regarder sa fille, voyant la véritable détresse dans ses yeux. Je n'ai pas toutes les réponses, a admis Melissa, mais je crois que les intentions de Monsieur Blackwood sont bonnes, même si ses méthodes sont inhabituelles. Riley regardait par la fenêtre le campus soigné de Westbrook, ressentant le poids des complexités adultes qu'elle commençait seulement à comprendre. L'époque où tout était simple me manque, murmura-t-elle presque pour elle-même. L'époque où je savais qui étaient les gentils. Charlotte a insisté, en posant une pile de rapports trimestriels sur le bureau d'Ethan, pas dans ce bureau stérile, quelque part dans le réel. Ethan leva les yeux de son ordinateur, surpris par la franchise de son assistant. « Excusez-moi. » Les Morgan, clarifia Charlotte, imperturbable face à son ton. Riley t'évite aux événements scolaires. Melissa n'arrête pas de reporter les rendez-vous. Et après cette confrontation avec Patricia la semaine dernière. Elle secoua la tête. Ils ont besoin d'entendre ton histoire. Toute ton histoire. J'ai expliqué mes motivations à Melissa, rétorqua Ethan, tout en sachant que Charlotte avait raison. La distance s'était creusée malgré ses efforts pour respecter leur espace. Tu lui as donné la version édulcorée de l'entreprise, répondit Charlotte. Invite-les à dîner chez toi. Pas dans un restaurant où tu peux te cacher derrière des menus et des serveurs. Qu'il voit Ethan, pas Monsieur Blackwood de Blackwood Technologies. Ce soir-là, Ethan a passé l'appel lui-même plutôt que de le déléguer à Charlotte. Lorsque Melissa répondit, la surprise dans sa voix était évidente. Je me demandais si Riley et toi accepteriez de dîner avec moi, dit-il en arpentant son bureau. Chez moi, pas au restaurant. Il y a des choses que j'aimerais vous expliquer clairement. Il y eut un long silence avant que Melissa ne réponde. Je pense que ça pourrait être utile.
Riley a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. 2 jours plus tard, la voiture de Melissa s'est arrêtée devant le portail de sécurité de la résidence d'Ethan à Beacon Hill. Riley était assise en silence sur le siège passager, serrant un petit carnet au son journal d'observation, une habitude qu'elle avait développée après la mort de son père. « Cette maison est immense », murmura-t-elle alors qu'il s'approchait de l'élégante maison en pierre brune. « Tu crois qu'il se sent seul ?» La question prit Melissa au dépourvu. « Je ne sais pas, ma puce. On le saura peut-être. » Ethan lui-même ouvrit la porte, habillé de façon plus décontractée qu'il ne l'avait jamais vu, un jean foncé et un simple pull gris qui le faisaient paraître plus jeune, plus accessible. « Merci d'être venu, dit-il d'une voix sincèrement chaleureuse. « Entrez, s'il vous plaît. » L'intérieur était étonnamment modeste pour la maison d'un milliardaire, un mobilier de bon goût mais confortable, des murs tapissés d'étagères et de photographies encadrées plutôt que d'œuvres d'art coûteuses. Charlotte préparait un plateau de légumes dans la cuisine. « J'ai pensé aider à préparer le dîner avant de sortir, » a-t-elle expliqué. Ethan est un bon cuisinier, mais il se laisse facilement distraire. La remarque désinvolte et le sourire penaud d'Ethan en réponse l'ont humanisé d'une manière à laquelle Melissa ne s'attendait pas. Pendant le dîner, les conversations sont restées légères, les progrès de Riley à l'école, le travail de Melissa à l'hôpital, des sujets neutres qui ont jeté les bases d'une normalité. Ce n'est que lorsqu'ils se sont déplacés dans le salon pour le dessert qu'Ethan a finalement abordé le sujet dont ils étaient venus discuter. « Je vous dois à tous les deux une explication plus complète », commença-t-il en s'installant dans un fauteuil en face d'eux. « À propos de mes expériences et de la raison pour laquelle votre gentillesse m'a tant touché. » Riley, qui était resté silencieux la majeure partie de la soirée, leva les yeux attentivement. « J'ai grandi en famille d'accueil, » a révélé Ethan. « Mes parents sont morts quand j'avais 8 ans, dans un accident de voiture. Aucun membre de ma famille ne s'est manifesté, alors j'ai erré entre les foyers jusqu'à ce que je sois hors du système. » Melissa ignorait cette partie de son histoire. Elle n'était mentionnée dans aucun des profils d'entreprise qu'elle avait consultés. « J'ai appris à coder tout seul dans des bibliothèques publiques, » poursuit-il. « J'ai lancé Blackwood Technologies dans un garage grâce à une bourse et des prêts étudiants. Le succès est venu rapidement. Soudain, tout le monde m'attendait, investisseurs, partenaires, soi-disant amis. » Il s'arrêta, regardant une photo sur la table d'appoint, Jessica, riant sur une plage, les cheveux au vent. Jessica était différente. Elle m'a dénoncé mon cynisme dès notre première rencontre. C'était une oncologue pédiatrique, totalement indifférente à ma richesse et à mon statut social. Un petit sourire effleura ses lèvres. Nous avons passé 5 merveilleuses années ensemble avant son diagnostic, en phase terminale dès le début. La petite voix de Riley brisa le silence qui suivit. Est-ce qu'elle aimait aussi aider les enfants? C'était la mission de sa vie, répondit doucement Ethan. Nous avons planifié ensemble la création d'une fondation durant ces derniers mois pour soutenir les enfants au potentiel limité, notamment ceux issus de familles monoparentales comme elle. Il se pencha en avant, le regard direct. Après sa mort, j'ai perdu le fil. La fondation n'était plus qu'un tiroir de papier. Mes expériences sociales étaient ma façon d'essayer de voir le monde à travers ses yeux, de lui redonner un sens. Et puis je t'ai donné les chaussures de papa, dit Riley, la compréhension apparaissant sur son jeune visage. Les chaussures de ton père étaient probablement le bien le plus précieux que tu pouvais offrir, dit doucement Ethan. Ton dernier lien tangible avec lui, et pourtant tu les as donnés à un parfait inconnu, car tout le monde mérite d'avoir les pieds au chaud. Sa voix se brisa légèrement. C'était l'acte de gentillesse le plus sincère dont j'avais été témoin depuis des années. Melissa vit l'expression de sa fille s'adoucir, la confusion des dernières semaines cédant la place à la compréhension. Les bourses, la fondation, ce n'est ni une œuvre caritative ni un projet, conclut Ethan. C'est une promesse que j'ai faite à Jessica. Votre gentillesse m'a simplement rappelé qu'il était temps de la tenir. La soirée chez Ethan avait considérablement éclairci l'atmosphère. Au cours des 2 semaines suivantes, l'enthousiasme de Riley pour l'école est revenu et Melissa s'est sentie plus à l'aise dans son rôle à l'hôpital. L'incertitude qui avait assombri leur nouvelle vie commença à se dissiper. Mais Patricia Morgan n'avait pas fini. Un mardi après-midi pluvieux, Melissa est rentrée du travail et a trouvé une lettre recommandée qui l'attendait. Patricia avait demandé la tutelle temporaire de Riley, invoquant une influence indue d'un homme adulte sans lien de parenté et remettant en question le jugement de Melissa en tant que parent. Elle ne peut pas faire ça, murmura Melissa, les mains tremblantes tandis qu'elle lisait la convocation du tribunal.
Elle ne peut pas prendre ma fille, a-t-elle appelé l'ancien collègue de son beau-frère, un avocat spécialisé en droit de la famille qui a examiné la pétition par téléphone. C'est un dossier fragile, lui assura-t-il. Mais Patricia a des ressources et des relations. Vous aurez besoin d'une défense digne de ce nom. Alors que Mélissa raccrochait, calculant si ses économies pourraient couvrir les frais juridiques, la sonnette retentit. Son cœur se serra, s'attendant à d'autres mauvaises nouvelles. Au lieu de cela, elle a trouvé Riley escorté par un agent de sécurité de Westbrook. Madame Morgan, je suis Jim, de la sécurité du campus. Riley a insisté pour rentrer plus tôt. Il a dit que c'était une urgence. Riley se précipita à l'intérieur, le visage rouge d'indignation. Tante Patricia est venue à l'école. Elle posait des questions à mes professeurs sur Monsieur Blackwood et prenait des photos du laboratoire de robotique. Elle disait qu'elle recueillait des preuves. Avant que Mélissa ne puisse répondre, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, c'était Patricia elle-même, accompagnée d'un homme à l'air sévère dans un costume coûteux. « Je vois que l'école vous a appelé », dit Patricia en poussant Mélissa dans l'appartement. « Voici Harold Winters, mon avocat. Nous sommes ici pour discuter de la demande de tutelle. » « Tu n'avais aucun droit d'aller à l'école de Riley, » dit Mélissa, luttant pour contenir sa colère. « Tu la contraries avec ta croisade. »« Croisade » ricana Patricia. « Je protège ma nièce de tes mauvaises décisions. D'abord, tu acceptes des cadeaux ridicules d'un milliardaire qui se sert clairement de vous deux pour satisfaire un besoin psychologique. Ensuite, tu arraches Riley à son école et à son quartier. »« J'aime ma nouvelle école », interrompit Riley en s'interposant entre les adultes. « J'aime Blackwood est gentil. Il nous aide parce que je l'ai aidé, pas parce qu'il veut quelque chose en retour. » L'expression de Patricia s'adoucit lorsqu'elle s'adressa à Riley. « Ma chérie, tu es trop jeune pour comprendre comment fonctionne le monde. Les hommes comme Blackwood ne me parlent pas comme si j'étais un bébé, » dit Riley d'une voix tremblante mais déterminée. « Je sais ce que tu fais, et tu ne le fais pas pour papa. Tu le fais pour toi. » La pièce devint silencieuse à la suite de l'explosion de Riley. Patricia semblait stupéfaite tandis que l'avocat bougeait mal à l'aise. « Riley, tu devrais peut-être aller dans ta chambre, » suggéra doucement Mélissa. « Non, » insista Riley. « C'est à propos de moi, et je veux rester. » L'affrontement a été interrompu par une autre sonnerie à la porte. Quand Mélissa l'ouvrit, Ethan se tenait là, Charlotte à quelques pas derrière lui. « Je m'excuse pour l'intrusion », a-t-il dit. Charlotte a reçu une alerte concernant l'incident à Westbrook. Je voulais m'assurer que Riley allait bien. Le visage de Patricia rougit de colère. Timbre parfait. Voici l'homme lui-même qui vole à la rescousse. Dites-moi, monsieur Blackwood, qu'attendez-vous exactement de la famille de mon frère? Ethan est resté calme face à son hostilité. Je comprends votre inquiétude pour Riley et Mélissa. Prendre soin de votre famille est admirable. Ne me traite pas avec condescendance, rétorqua Patricia. Thomas était à peine mort que tu as débarqué avec ton argent et ton influence. Tu ne nous as même pas adressé la parole pendant des mois après la mort de papa. Riley a souligné, vous n'avez commencé à changer d'avis que lorsque vous avez découvert la bourse. Patricia tressaillit comme si elle avait été frappée. Ce n'est pas vrai. Je te laissais le temps de faire ton deuil. Tu étais en colère contre maman, rétorqua Riley, surprenant tout le monde par sa perspicacité. Parce que papa lui a tout laissé au lieu de partager avec toi. Je vous ai entendu vous disputer à l'enterrement. Mélissa posa une main protectrice sur l'épaule de Riley tandis qu'Ethan restait près de la porte, respectueusement sans s'immiscer davantage dans le conflit familial. Je pense, dit-il prudemment, qu'il s'agit avant tout d'une affaire de famille. Je ne suis pas venu pour interférer, mais simplement pour apporter mon soutien si nécessaire. Il regarda Mélissa droit dans les yeux. Mon équipe juridique est à votre disposition, mais la décision d'accepter cette aide vous appartient entièrement. La sincérité dans sa voix semblait pénétrer même la colère de Patricia. Pour la première fois, elle semblait incertaine, regardant entre Ethan et Riley. Tu crois vraiment en lui, n'est-ce pas? Demanda-t-elle doucement à sa nièce. Riley hocha la tête. Ce n'est pas lui le méchant, tante Pat. Et maman non plus. Dans le lourd silence qui suivit, la dynamique du pouvoir dans la pièce changea subtilement. L'indignation vertueuse de Patricia a commencé à s'effondrer lorsqu'elle a dû faire face non seulement à l'opposition, mais aussi au jugement lucide de sa nièce de 9 ans.
Le bâtiment du tribunal de la famille se dressait de manière imposante tandis que Melissa et Riley montaient les marches de pierre main dans la main. Malgré la détermination hésitante de Patricia lors de leur confrontation, elle avait procédé à la demande de tutelle, les forçant à ce moment. « Souviens-toi de ce que M. Reynolds a dit » murmura Melissa, faisant référence à l'avocate familiale expérimentée mise à disposition par la fondation d'Ethan. « Réponds simplement honnêtement. Le juge veut ce qu'il y a de mieux pour vous. » Riley hocha la tête, inhabituellement solennelle dans sa robe bleu marine. À 9 ans, elle paraissait incroyablement petite dans le décor du palais de justice, mais ses yeux exprimaient une détermination qui trahissait son âge. Dans la salle d'audience, Patricia était assise avec son avocat, évitant tout contact visuel. Melissa fut surprise de voir à quel point sa belle-sœur semblait fatiguée, les semaines de conflit avaient clairement fait des ravages. La juge Eleanor Martinez, une juge chevronnée du tribunal de la famille aux cheveux argentés et aux yeux perçants, a ouvert l'audience. L'avocat de Patricia a présenté le premier, dépeignant Melissa comme une opportuniste utilisant sa fille pour obtenir les faveurs d'Ethan Blackwood. Madame Morgan a accepté des centaines de milliers de dollars de logement, d'avancement professionnel et d'aide à l'éducation de la part d'un homme qui s'intéresse de manière suspecte à son enfant, a-t-il soutenu. Cela crée une dépendance inappropriée qui met en péril le bien-être de Riley. Lorsque leur tour est venu, M. Reynolds a méthodiquement démenti ces allégations. Il a présenté des preuves du peu de contact de Patricia avec Riley dans les mois qui ont suivi le décès de Thomas, contrastant avec les documents attestant de l'éducation constante de Melissa malgré les difficultés financières. Quant à l'implication de M. Blackwood, Reynolds a poursuivi, le programme de bourse est géré par une fondation dotée d'un conseil d'administration et d'une surveillance stricte. La promotion de Madame Morgan s'appuie sur son excellent dossier professionnel et les recommandations de plusieurs superviseurs. La juge écoutait impassiblement, posant parfois des questions pour clarifier les choses. Lorsque les avocats eurent terminé, elle regarda Riley droit dans les yeux. « Jeune femme, je comprends que vous souhaitiez vous adresser au tribunal. C'est inhabituel pour quelqu'un de votre âge, mais compte tenu des circonstances, je vous l'autorise. Comprenez-vous ce qui se passe aujourd'hui ?» Riley se tenait là, lissant nerveusement sa robe. « Oui, votre honneur. Ma tante veut m'éloigner de ma mère parce qu'elle pense que M. Blackwood nous utilise à mauvais escient. » Quelques rires discrets parcoururent la salle d'audience face à sa franchise. L'expression de la juge Martinez s'adoucit légèrement. « Et qu'en pensez-vous » Riley prit une grande inspiration. « Je crois que tante Patricia ne comprend pas ce qui s'est réellement passé. Voyez-vous, j'ai vu le même sans-abri sous le pont de Washington Avenue pendant 3 jours entiers. Il avait l'air frigorifié et ses chaussures étaient toutes déchirées. » Le juge se pencha en avant, visiblement intrigué par ce témoignage inattendu. « J'ai décidé de lui donner les bottes de travail de mon père, » continua Riley. « Elles étaient très importantes pour moi, mais papa disait toujours d'aider les gens quand on le pouvait. Je ne savais pas que cet homme était en réalité M. Blackwood qui menait une expérience. » Elle jeta un coup d'œil à Patricia avant de poursuivre. « M. Blackwood nous a dit qu'il avait promis à sa femme, avant sa mort, d'aider les enfants qui n'avaient pas beaucoup d'opportunités. Ma gentillesse lui a rappelé cette promesse. » La voix de Riley s'éleva. « Les adultes aussi peuvent se sentir seuls, même quand ils ont beaucoup d'argent. Je pense que M. Blackwood a autant besoin de nous que nous avons besoin de lui. Pas négativement, mais à la manière d'un ami qui aide ses amis. » La salle d'audience était tombée dans un silence total, captivée par la sagesse venant d'un si jeune orateur. « Et votre tante » demanda doucement le juge Martinez. « Pensez-vous qu'elle souhaite votre bien » Riley hésita, faisant preuve de maturité dans sa réflexion. « Je pense que tante Patricia regrette son père et a peur de perdre encore plus de membres de sa famille, mais m'éloigner de maman n'arrangera rien. » Elle se tourna vers sa tante. « Tante Pat, papa a toujours dit que la famille devait aider, pas blesser. Si tu veux vraiment lui rendre hommage, ce n'est pas la bonne solution. » Le sang-froid de Patricia se brisa, des larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle détournait le regard. La juge Martinez observa Riley un instant encore, puis s'adressa à la salle d'audience. « J'en ai suffisamment entendu pour prendre ma décision. Ce tribunal ne constate aucune preuve d'influence inappropriée ou de négligence parentale. La demande de tutelle temporaire est rejetée. La garde exclusive reste entre les mains de Melissa Morgan. » Elle retira ses lunettes et ajouta, plus personnellement, « Madame Morgan, vous avez élevé une fille remarquablement perspicace. La fondation M. Blackwood semble être exactement ce qu'elle prétend être, une initiative éducative légitime.
Et Madame Patricia Morgan, je vous encourage à trouver des moyens plus sains de rester en contact avec la famille de votre frère. En quittant la salle d'audience, Melissa passa son bras autour des épaules de Riley. Je suis si fier de toi, ma puce. Tellement fier. Riley sourit, le soulagement se lisant sur son visage. Tu crois que tante Patricia ira bien? Melissa jeta un coup d'œil à sa belle-sœur, assise seule dans la salle d'audience qui se vidait, les épaules voûtées par la défaite. Je l'espère, Riley. Je l'espère vraiment. Dans les semaines qui suivirent l'audience, Ethan garda une distance respectueuse avec les Morgan. Bien que Charlotte le tienne au courant des progrès de Riley à l'école et du travail de Melissa à l'hôpital, il n'établit aucun contact direct, craignant que sa présence n'entraîne de nouvelles complications. Riley remarqua vivement son absence. Un après-midi, alors qu'elle travaillait sur son projet scientifique au laboratoire de Westbrook, elle prit une décision. « Monsieur Chen », demanda-t-elle à son professeur de sciences après le cours, « puis-je inviter quelqu'un de spécial à la foire scientifique la semaine prochaine ?»« Bien sûr », répondit-il. « Les parents et la famille sont toujours les bienvenus. »« Ce n'est pas de la famille », précisa Riley. « C'est Monsieur Blackwood. Il m'a aidé à intégrer Westbrook, et je pense qu'il aimerait voir mon projet. » Monsieur Chen parut surpris, mais hocha la tête. « Je suis sûr qu'il serait honoré, Riley. Voulez-vous que je vous aide à le contacter ?» Riley secoua la tête, une lueur déterminée dans le regard. « Non, merci. Je dois le faire moi-même. » Ce soir-là, Riley attendit que sa mère prépare le dîner avant de se glisser dans le salon avec sa tablette. Elle n'avait jamais utilisé les coordonnées d'Ethan, mais elles figuraient dans son dossier de bienvenue pour les urgences. Après plusieurs tentatives de rédaction, elle opta pour la simplicité. « Cher Monsieur Blackwood, je présente mon projet scientifique jeudi prochain à 16 h. Il porte sur le cycle de la gentillesse et sur la façon dont une bonne action peut déclencher une réaction en chaîne. J'ai pensé que vous voudriez le voir puisque vous participez à l'expérience. Sincèrement, Riley Morgan. » Elle a appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis, puis est retournée aider sa mère à préparer le dîner, sans mentionner ce qu'elle avait fait. À l'ouverture de la foire scientifique, le gymnase Westbrook s'est transformé en vitrine pour les projets des élèves. Riley se tenait nerveusement devant son exposition, une maquette soigneusement construite illustrant comment la bienveillance a un effet d'entraînement sur les communautés, avec des éléments interactifs et des exemples concrets. Melissa arriva la première, se précipitant après son service. « Désolé d'être en retard, ma puce. » La circulation était terrible. Elle serra Riley dans ses bras, puis admira le projet. « C'est magnifique. » Riley n'arrêtait pas de regarder vers l'entrée, l'anxiété grandissant à mesure que la foire se déroulait sans aucun signe d'Ethan. « Tu attends quelqu'un d'autre ?» demanda Melissa, remarquant l'inattention de sa fille. Avant que Riley ne puisse répondre, un murmure se répandit dans le gymnase alors qu'Ethan Blackwood entrait. Contrairement à ses précédentes visites à l'école, il n'était pas entouré d'un entourage ni vêtu d'une tenue professionnelle formelle. Il s'est approché seul, vêtu d'un simple blazer par-dessus un jean, ressemblant davantage à un parent ordinaire qu'à un PDG milliardaire. Les yeux de Melissa s'écarquillèrent de surprise. « Riley, as-tu invité Monsieur Blackwood ?» Riley hocha la tête, soudain nerveux. « Je voulais qu'il voie mon projet. »« Ça te va ?» Avant que Melissa puisse répondre, Ethan arriva à leur écran. « Bonjour, Riley. Merci pour l'invitation. » Il fit un signe de tête respectueux à Melissa. « J'espère que ma présence ne vous dérange pas. »« Pas du tout », lui assura Melissa, même si sa surprise initiale était évidente. « Riley n'a pas mentionné qu'elle t'avait invité. »« Je n'étais pas sûr que tu viendrais, » admit Riley. « Je ne l'aurais pas manqué, » répondit simplement Ethan. Avec une confiance croissante, Riley commença à expliquer son projet. C'est ce qu'on appelle le cycle de la gentillesse. Voyez-vous, ça commence par une personne qui fait quelque chose de bien sans rien attendre en retour. Elle désigna une section représentant une paire de chaussures. Cela crée des sentiments positifs chez le bénéficiaire, qui est plus susceptible d'aider autrui. Elle a démontré cela avec de petits personnages mécaniques qui se déplaçaient dans différents scénarios lorsqu'on appuyait sur des boutons. Chaque geste bienveillant suscite des réactions qui se propagent, touchant de plus en plus de personnes. Ethan écoutait attentivement, sincèrement impressionné par la sophistication de son concept. C'est un travail remarquable, Riley. Qu'est-ce qui l'a inspiré? Tu l'as fait,
répondit-elle honnêtement. Et mon père et ma mère aussi. J'ai compris que la gentillesse ne concerne pas seulement la personne qui reçoit de l'aide. Elle concerne aussi la personne qui donne. D'autres parents et élèves se sont rassemblés autour d'elle, attirés par la présentation enthousiaste de Riley. Monsieur Chen s'est approché, rayonnant de fierté. Le projet de Riley est retenu pour le concours scientifique régional. Il leur a expliqué que sa conception de la quantification de l'impact social des comportements altruistes était assez avancée pour son âge. Au fil de la foire, la gêne initiale entre Melissa et Ethan s'est progressivement dissipée. Ils ont partagé l'enthousiasme de Riley, ont échangé leurs observations sur son projet et l'ont applaudi lorsqu'elle a reçu son prix d'excellence à la fin de la soirée. En se dirigeant ensuite vers le parking, Riley s'avança en sautillant, serrant son certificat de récompense. « Merci d'être venu », dit doucement Melissa à Ethan. Cela lui a beaucoup touché. « Merci de l'avoir permis », répondit-il. J'ai gardé mes distances pour ne pas compliquer les choses après le procès. Riley se retourna, attendant qu'il la rejoigne. « Maman, est-ce que Monsieur Blackwood peut venir dîner de temps en temps? Je crois qu'il se sent trop seul dans sa grande maison. » La question directe prit les deux adultes au dépourvu. Melissa regarda Ethan, ne voyant pas le puissant homme d'affaires ni le mystérieux bienfaiteur, mais simplement un homme qui, comme elle, avait vécu une profonde perte et cherchait sa voie. « Je pense que cela pourrait être arrangé, » répondit-elle doucement, regardant le visage de sa fille s'illuminer d'un sourire qui lui rappelait tellement Thomas. Un coup hésitant à la porte interrompit le petit déjeuner du dimanche. Melissa et Riley échangèrent des regards perplexes. Ils n'attendaient pas de visiteurs. Lorsque Melissa ouvrit la porte, elle fut surprise de trouver Patricia debout, l'air inhabituellement incertain. Fini la femme polie et agressive du palais de justice. À sa place, sa belle-sœur semblait fatiguée, humble, serrant contre elle un album photo en cuir usé. « Patricia » dit Melissa, incapable de cacher sa surprise. « Que fais-tu ici ?»« J'espérais qu'on pourrait parler » répondit Patricia doucement. « Si ça te va. » Après un instant d'hésitation, Melissa s'écarta. « Entrez. On finit juste le petit déjeuner. » Riley leva les yeux de ses crêpes, sa fourchette gelée à mi-chemin de sa bouche lorsqu'elle aperçut sa tante. « Tante Pat. »« Bonjour, Riley, » dit Patricia en esquissant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Tu as l'air en pleine forme. » Un silence gêné s'installa lorsque Patricia prit place à la table de la cuisine. Elle finit par placer l'album photo au centre. « Je l'ai trouvé en rangeant des affaires de Thomas que j'avais rangées, » expliqua-t-elle. « Il y a des photos de lui quand il était plus jeune, me disais-je. Je me suis dit que Riley pourrait la voir. » L'expression de Melissa s'adoucit légèrement lorsqu'elle reconnut l'album. « Je me demandais où il était passé. Thomas adorait ces photos. » Patricia hocha la tête, son sang-froid commençant à se fissurer. « Je l'ai pris après les funérailles. Je n'aurais pas dû, mais j'étais en colère et blessée. » Elle marqua une pause, se ressaisissant. Les propos de Riley au tribunal, sur le fait que je n'honore pas vraiment Thomas, me hantent. Riley attrapa prudemment l'album, l'ouvrant pour révéler des photos d'un Thomas plus jeune jouant au baseball, obtenant son diplôme d'études secondaires, riant avec Patricia lors de ce qui semblait être un barbecue familial. En vérité, poursuivit Patricia d'une voix tendue, j'ai toujours été jalouse de ce que Thomas avait avec toi, Melissa. Il a trouvé avec toi quelque chose que je n'ai jamais réussi à trouver dans ma propre vie. À sa mort, j'ai eu l'impression de perdre ma dernière chance d'avoir une vraie famille. Melissa s'assit en face de sa belle-sœur. Thomas disait toujours que tu étais la plus forte de la famille. Il t'admirait énormément. Il a dit ça? Patricia semblait sincèrement surprise tout du long. Melissa a confirmé, il a dit, vous avez ouvert la voie qui lui a permis de réussir. Les larmes montèrent aux yeux de Patricia. J'ai tout gâché, le procès, les accusations. Je me persuadais de protéger Riley, mais j'avais juste peur de perdre le lien avec elle, avec l'enfant de Thomas. Elle regarda Riley droit dans les yeux. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Ton père serait tellement déçu de mon comportement. Riley observa sa tante pensivement avant de répondre. Papa a toujours dit que tout le monde méritait une seconde chance s'il était vraiment désolé. Patricia sourit à travers ses larmes. Il dirait ça, non? Alors qu'ils parcouraient l'album ensemble, Patricia a partagé des histoires sur Thomas que ni Melissa ni Riley n'avaient entendues auparavant, sa première leçon de conduite désastreuse,
l'été où il a décidé de devenir végétarien mais n'a pas pu résister aux boulettes de viande de leur grand-mère, la fois où il a tenu tête à un tyran du quartier qui faisait 2 fois sa taille. J'aimerais faire à nouveau partie de vos vies, dit Patricia alors qu'elles atteignaient la fin de l'album. Cette fois, avec respect, sans interférence ni jugement, juste en famille. Mélissa réfléchit à cela, se souvenant de toute la douleur causée par Patricia, mais aussi de l'importance du pardon que Thomas avait toujours souligné. On pourrait commencer par des dîners du dimanche, suggéra-t-elle. Une fois par mois, peut-être. De l'autre côté de la ville, au siège de Blackwood Technology, Ethan a dû faire face à une confrontation d'un autre genre. La réunion trimestrielle du conseil d'administration avait dégénéré lorsque plusieurs membres avaient remis en question son implication personnelle excessive dans le programme de bourse. La fondation consomme des ressources disproportionnées, a affirmé Walter Bennett, le plus ancien membre du conseil d'administration. À la fois financière et, plus inquiétant encore, votre attention, Ethan. Nous avons des opportunités d'acquisition à Singapour qui requièrent votre attention. Ethan resta calme, se laissant submerger par les critiques. Quelques mois auparavant, de tels défis l'auraient poussé à se réfugier derrière le protocole d'entreprise et les justifications financières. Aujourd'hui, il repensa au projet scientifique de Riley, le cycle de la gentillesse, et trouva la clarté. La véritable valeur de Blackwood Technology, commença-t-il d'une voix assurée, ne s'est jamais mesurée uniquement à l'aune de notre capitalisation boursière. Dès le début, j'ai affirmé que notre succès devait avoir un impact significatif. Il présenta des diapositives présentant les premiers résultats du programme de bourse, non seulement les réalisations de Riley, mais aussi les progrès de la douzaine d'autres étudiants inscrits lors de la deuxième vague. Une petite fille de 9 ans a compris ce que beaucoup d'entre nous dans cette salle ont oublié, a poursuivi Ethan. Notre plus grande richesse se mesure à l'impact que nous avons sur la vie des autres. Les fondations ne nous détournent pas de notre cœur de métier. C'est la raison d'être qui donne du sens à notre activité. Walter se pencha en arrière, observant Ethan avec un intérêt nouveau. Tu as changé, Ethan. Depuis le décès de Jessica, nous sommes tous inquiets de ton manque de communication. Quoi que ce programme fasse pour ses enfants, il semble aussi faire quelque chose pour toi. Ethan hocha la tête, reconnaissant la véracité de ses mots. Cela m'a rappelé pourquoi nous avons créé cette entreprise, et rien que pour ça, elle vaut chaque centime investi. 6 mois plus tard, une foule modeste s'est rassemblée pour la cérémonie d'inauguration de la fondation Shoes of Hope. Cette maison en grès brun rénovée du centre-ville de Boston allait accueillir le siège du programme de bourse élargi, qui accueille désormais 50 familles de toute la ville. Riley, debout entre sa mère et Ethan, ne cessait de sourire tandis que les journalistes prenaient des photos. Elle avait grandi d'1 centimètre et gagné une confiance incommensurable au cours de l'année écoulée. Âgée de 10 ans, elle portait sa robe de cérémonie, bleu marine avec un col Claudine que sa mère avait soigneusement repassé le matin même. « Tu es prête ?» demanda Ethan en lui tendant les ciseaux de cérémonie. Riley hocha la tête et s'avança pour s'adresser au petit groupe. La fondation Chaussures de l'Espoir ne se résume pas à des bourses, expliqua-t-elle d'une voix claire et posée. Il s'agit de voir des personnes qui autrement seraient invisibles. Elle désigna le logo de la fondation affiché au-dessus de l'entrée, une simple paire de bottes de travail stylisées. Ces chaussures représentent des pas vers un avenir meilleur, pas seulement pour les enfants comme moi, mais pour tous ceux qui ont besoin d'un coup de main, pas d'une aumône. Alors que Riley coupait le ruban, les applaudissements ont éclaté dans la foule. Mélissa regardait fièrement depuis le banc de touche, debout aux côtés de Charlotte, devenue une amie au fil des mois. Elle est remarquable, observa Charlotte. Je n'ai jamais vu Ethan aussi investi dans quoi que ce soit depuis la mort de Jessica. Mélissa hocha la tête, observant Ethan rester délibérément en retrait, laissant Riley au centre de l'attention. Ils ont été bons l'un pour l'autre. À l'intérieur, la mission de la fondation était clairement affichée, reconnaître le potentiel, encourager la bienveillance et créer des opportunités. Le programme principal, qui attribuait des bourses d'études aux enfants de familles monoparentales, était complété par une initiative de mentorat et des ressources de développement professionnel pour les parents. Mélissa, aujourd'hui directrice générale de la fondation, a organisé des visites de l'établissement. Son expertise en soins infirmiers a été précieuse pour développer les volets santé et bien-être du programme, garantissant ainsi aux familles participantes un soutien complet. Patricia avait également trouvé sa place, offrant bénévolement ses compétences d'organisation pour coordonner les événements de la fondation. Sa relation avec Mélissa et Riley s'était peu à peu apaisée, se transformant en un lien authentique,
loin des tensions qui avaient prévalu après la mort de Thomas. Parmi les programmes innovants de la Fondation figurait celui intitulé « 3 jours », inspiré par l'observation d'Ethan déguisé par Riley. Des bénévoles passaient 3 jours dans différentes communautés pour identifier des besoins qui, autrement, pourraient passer inaperçus. La leçon la plus importante que nous enseignons, a expliqué Mélissa aux visiteurs, est celle que ma fille m'a enseignée, parfois, les plus petits actes de gentillesse créent les plus grands changements. Alors que la journée touchait à sa fin, Riley trouva Ethan assis seul dans le petit jardin derrière le bâtiment. « Pourquoi n'es-tu pas à l'intérieur en train de fêter ça ?» demanda-t-elle en s'installant sur le banc à côté de lui. « Je voulais un moment de réflexion, » répondit-il. « Ta mère a fait un travail formidable pour tout mettre en place. » Riley l'observa d'un regard perspicace. « Tu n'es pas triste, n'est-ce pas ?» Ethan sourit. « Pas triste, reconnaissant. Jessica aurait adoré tout ça, surtout toi. » « Je pense que mon père t'aurait apprécié aussi, » dit simplement Riley, une fois qu'il eut dépassé toute cette histoire de milliardaire. Leurs rires résonnèrent dans le jardin silencieux tandis qu'à l'intérieur, la fondation qui avait commencé avec une paire de bottes de travail commençait son voyage. Un an jour pour jour après que Riley ait donné les bottes de Thomas à l'étranger sous le passage souterrain de Washington Avenue, les amis et la famille se sont réunis pour célébrer son 10e anniversaire. La fête s'est déroulée dans le jardin de la fondation Shoes of Hope, désormais fleuri au début de l'été. Contrairement aux célébrations fastueuses dont profitaient certains de ses camarades de Westbrook, Riley avait souhaité quelque chose de simple et de significatif. Parmi les invités figuraient Mélissa, Ethan, Patricia, Charlotte, les amis d'école de Riley et plusieurs enfants qui avaient reçu des bourses de la fondation. Une table ornée de fleurs sauvages contenait un gâteau décoré de petites chaussures en sucre, une touche spéciale arrangée par Patricia, qui avait découvert un talent pour la pâtisserie au cours de son voyage de rédemption. « Fais un vœu, chérie », dit Mélissa alors que Riley se préparait à souffler ses bougies. Riley ferma les yeux un instant, puis éteignit les 10 flammes d'un souffle déterminé. La petite foule a applaudi et Ethan a discrètement capturé le moment devant sa caméra, non pas comme un PDG documentant un événement de fondation, mais comme un ami préservant un précieux souvenir. Plus tard, alors que les enfants jouaient à un jeu de chat animé dans le jardin, Mélissa se retrouva debout entre Ethan et Patricia, regardant Riley se précipiter entre les buissons en fleurs, son rire se mêlant à celui de ses amis. « Je n'aurais jamais imaginé que notre vie serait comme ça il y a un an, » a admis Mélissa. « Quand je prenais des doubles à l'hôpital et que je parvenais à peine à nous maintenir à flot. » Patricia lui serra la main. « Thomas serait si fier de vous deux, surtout de Riley. Elle a son cœur, ta force et sa remarquable sagesse. » Ethan a ajouté, « J'ai appris plus d'elle que de n'importe quel mentor d'affaires que j'ai jamais eu. » La conversation s'interrompit lorsque Riley s'approcha, légèrement essoufflé par le jeu. « Maman, puis-je montrer à tout le monde la pièce spéciale, s'il te plaît ?» Mélissa hocha la tête. « Bien sûr, c'est ton anniversaire. » Riley a guidé les invités à travers le bâtiment de la fondation jusqu'à une galerie près de l'entrée. Dans une vitrine, soigneusement conservée et présentée avec respect, se trouvaient les bottes de travail originales qu'elle avait offertes à Ethan, les bottes de Thomas, désormais symbole des origines de la fondation. « Mon père disait qu'il fallait essayer de se mettre à la place des autres pour mieux les comprendre, » expliquait Riley à ses amis et aux boursiers. « Je pense que c'est ce que nous avons tous appris à faire. » Elle se tourna vers Ethan. « Monsieur Blackwood a essayé de comprendre ce que c'est que de ne rien avoir. Puis à sa mère, maman m'a montré ce que signifie être courageux, même quand on a peur. Enfin, à Patricia. Et tante Pat a appris que la famille ne se résume pas à contrôler. Il s'agit de se soutenir mutuellement. » Les adultes échangèrent des regards surpris, une fois de plus surpris par la perception de Riley. « Je pense, » a poursuivi Riley, « que nous avons tous des chaussures différentes à remplir, mais nous n'avons pas à le faire seuls. » Ce soir-là, après le départ des invités et le nettoyage du personnel de la fondation, Riley s'assit sur le banc du jardin entre sa mère et Ethan. Au cours de l'année écoulée, ils avaient développé une complicité confortable, pas vraiment une famille traditionnelle, mais un cercle de complicité qui les avait tous deux apaisés à leur manière. « As-tu eu tout ce que tu voulais pour ton anniversaire ?» demanda Mélissa en écartant une mèche de cheveux du front de sa fille. Riley hocha la tête avec satisfaction. « Presque tout. »« Presque ?» demanda Ethan. Riley leva les yeux vers les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel crépusculaire. « J'aimerais tellement que papa puisse voir tout ce qui s'est passé à cause de ses chaussures. »« Tu crois qu'il sait ?» Les yeux de Mélissa se remplirent de larmes. « Je crois que oui,
ma chérie. Ethan, qui parlait rarement de questions spirituelles, ajouta doucement, peut-être que lui et Jessica regardent d'une manière ou d'une autre ce qui se passe. Riley semblait satisfaite de cette pensée. Elle appuya sa tête contre l'épaule de sa mère, un geste à la fois enfantin et profond. Dans la galerie principale de la fondation, les projecteurs sont restés braqués sur les bottes de Thomas tout au long de la nuit, rappelant que les plus petits actes de gentillesse peuvent créer des répercussions qui vont bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer, reliant des personnes qui ne s'attendaient jamais à trouver une famille les unes dans les autres. D'une simple paire de chaussures est né quelque chose d'extraordinaire, non seulement une fondation avec des programmes et des bourses, mais un réseau de liens humains qui a transformé chacun. Cela a laissé un héritage plus précieux que n'importe quel monument commémoratif de pierre ou de bronze. Alors que Riley s'endormait cette nuit-là, elle murmura « Joyeux anniversaire à moi et merci, papa, de m'avoir appris à porter des chaussures. » La fin.